des cadres paysans et des acteurs de pays. Ça vous dit quelque chose? Alors, peut-être les plus anciens se sont rappelés, après la guerre, il y avait une période où ils étaient très actifs. La JAC, la JOC, la JEC, ça vous dit quelque chose, ces sigles? Jeunesse agricole chrétienne, jeunesse étudiante chrétienne, jeunesse ouvrière chrétienne. Donc, l'IFOCA, si vous voulez, ce sont un peu les restes de ces institutions. Et il y a eu les 30 glorieuses qui sont passées. Cette institution s'est mise en place pour sauver un peu ce qu'avaient fait ces institutions, surtout pour la jeunesse, et pour garder toujours un lien avec le milieu rural, pour ne pas être perdu. Donc en 93, je crois que c'est, dont l'abbé Jacques Avenatti, présent que beaucoup connaissent, je pense, a voulu un peu remettre cette institution en place. Donc on a recréé ici l'Institut de formation des cadres de pays de la Dour. Alors on n'est pas national, mais nous on fait partie de l'IFOCAP à Dour, c'est comme ça que l'intitulé. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cet IFOCAP? Et tous les ans on essaye de faire des conférences, donc des conférences qui ont trait toujours au milieu rural, savoir ce qui s'y passe, l'actualité, bon, essayer de renouer un peu avec le passé. Et le grand trait de suivi du fil conducteur de nos vies, c'est surtout savoir d'où on vient, pour savoir peut-être où on va, et savoir le présent, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'on voudrait faire pour que ça aille mieux. Mais bon, c'est un bien grand projet. Alors rassurez-vous, il y a du monde qui arrive. C'est toujours l'improvisation. Oui. Simon, celui-ci à côté de moi. Oui, quand il tout à fait. Donc, l'abbé Moulia, Pierre Moulia, ici présent, il a répondu favorablement à notre demande. C'est-à-dire, on s'est dit qu'il y a des choses intéressantes à dire par rapport aux gens qui ont vécu des expériences de vie très particulières. Et je pense que l'abbé Pierre Moulia, c'est un élément aujourd'hui de la vallée d'As, c'est un meuble, un pilier. Pour moi, c'est quelqu'un, quand je suis venu travailler à Vallée d'As, il m'a toujours aidé, soutenu, compris, et puis bon, aidé un peu dans les démarches, bon, vous comprenez, quand même, toute une solution. Et ça, c'est important d'avoir des gens comme ça qui vous aident. Ben, moi, j'étais technicien à la Chambre d'agriculture, donc je suis intervenu dans cette vallée pendant plus de 25 ans. Excusez-moi, quand on a salué, j'ai plus le la tête. Voilà, donc cette conférence, je pense qu'elle est importante pour tout le monde, parce qu'il a été pilier, il a mené toutes les familles, et je pense qu'il a œuvré dans beaucoup de situations pour ramener la paix, peut-être la justice aussi, je ne sais pas, mais enfin, toujours aider d'une foi très profonde, c'est ça qui est important. Et puis c'est un homme, de conviction et de caractère. Alors on va lui passer la parole, mais après ce qui serait important quand même pour le ménager un peu, parce qu'il est un peu fatigué, mais il ne vous le dira pas, donc il faut quand même que nous ménagions un peu aussi sa santé. Alors ici on est bien installé, on est à l'abri du vent, on est à l'abri de la pluie, donc tard dans la nuit, on essaie de quelques degrés. C'est que tu as fini, de prendre, il faut apprendre Marie-Laure. Et Annie, il faudrait que tu montres à Marie-Laure, la dame qui va lui montrer des trucs. Ça y est? Ça y est? Oui. Oui, mais il y en a qui ne veulent pas rentrer. Avant que tout le monde arrive, je disais qu'il y avait un ancien curé d'Arcous, que Pierre appelait Prosper, il commençait la messe quand il voyait arriver un homme, peu importe l'heure, 10 minutes en retard, dès qu'il arrivait, il disait « Alors, que vous pouvez commencer ?» C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à la foule qui était là, qui voulait commencer il y a 10 minutes. J'ai dit ce que disait ce curé. Et maintenant je dis « Alors,
ma plus grande joie, et qui a des oreilles maigres. Voilà. Alors, surtout, au beau milieu de la rencontre, que celui qui n'entend pas le dise. Parce que, pour ce qui est des sourds, ça il n'a pas dit, le reste je dis oui, mais il n'a pas dit que j'étais aussi très sourd. Et alors, j'ai eu il y a des personnes aussi qui l'ont entendu, pour expliquer comment j'étais sourd, à une réunion de maman de catéchisme, l'une dit aux autres, il est aussi sourd que sympa. Alors, l'autre répond, oh, alors sourd, il doit l'être beaucoup. Ça ne me rend pas du tout orgueilleux de mon sujet le chou. Mais c'est vrai que je n'attendais pas du tout cette façon de présenter. Alors, vous pouvez ça. Quelque chose à vous dire quand même, tant que tout le monde est encore dans l'église, après la sortie d'un petit pot d'accueil, modeste, ne faites pas, on partagera peut-être les petits pots, et ensuite on mettra à venir une disposition quand même pour pouvoir vous aider à réparer le toit qui vous est si cher. Castel de Bounivier. Alors je le dis tant que j'y passe. Voilà. C'est-à-dire que vous avez amené quelques petits souvenirs. Alors, Allez. quand on parle de ça, ça fait partie de ma conférence. Parce que quand il vous dit qu'il a fallu beaucoup de sous, qu'il en faut beaucoup pour réparer le toit, quand les êtres m'ont envoyé ici, je le dis bien, mais tous m'ont dit, j'espère que tu vas répondre non. Il faut être très fou pour aller le prendre sa rance comme c'est. Et quelqu'un m'a inspiré pour répondre. Je connais un livre, j'espère que certains d'entre vous le connaissent aussi, où il y a écrit être fou à la manière des hommes, c'est être sage à la manière de Dieu. Et conoscete quel livre? Oui, très bien. Alors c'est vrai que, je vais le dire après ça. Pour l'instant, on commence pas encore. Si. Marie-Laure n'est pas là. Je peux commencer? Oui. Alors d'abord, un grand merci à l'IFOCA pour m'avoir invité. Parce que s'il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est bien celui de la vallée. Et surtout qu'en parlant de la vallée, j'ai toujours comme un devoir de réalisme que j'assure avec beaucoup de joie, de faire pointer dans mon histoire le passage de la désespérance à l'espérance, ou du désespoir à l'espoir. Le nombre de fois que j'ai entendu dans les rencontres les gens me dire la vallée en est foutue, la vallée est foutue, et que moi je disais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle ne soit pas, on me répondait rien. D'où ma grande joie de pouvoir vous dire un peu mon regard, mais qui n'est pas un regard à partir de photos d'un vélo, qui est un regard à partir de bottes, de bâtons, et d'œuvres et de chingades, et de beaucoup de rencontres. Alors, j'ai souri, j'ai ceci à la main esprit, j'ai souri quand j'ai vu que dans la présentation qu'on fait de moi, bon, il y a eu une erreur, et l'autre, c'est pas une erreur, mais c'est une histoire très jolie. L'erreur, c'est celle qui dit, en parlant de moi, frère Pierre Mouliard, officier depuis 50 ans, c'est dans le 55, s'est installé depuis quelques années à Saran, c'est très bien.
où il vient de constituer une nouvelle communauté. Moi, je n'ai rien constitué du tout, j'ai reçu. C'est important de le comprendre, je vous le dis aussi après. Alors donc, ça c'est pour rectifier, au cas où il y ait des frères par là cachés, qu'ils comprennent que c'est pas moi qui les ai fait venir, au cas. On n'était pas trop au courant. C'est pour ça qu'on a fait comme on a parlé. Et la seconde, qui m'a fait beaucoup rire, je m'occupe de vérité, quand il a écrit, ah oui, ce Bernet de 80 ans, 88, passionné de langue régionale, c'est très vrai, et ex-président d'un syndicat qu'après, n'est pas jamais voulu, l'avocat. Mais j'ai été président du syndicat qu'après. Le plus joli, c'est que les membres de mon syndicat ne le savent pas tous. Nous étions en tout 8 hommes et femmes syndicalistes, mais tous ne savaient pas que j'étais le responsable du syndicat, président du syndicat. En tout cas, on va commencer. Et le reste était important aussi, parce que ce que je vais dire, M. Barré, je me serais bien vu aussi le faire sur le canton de la Valette. Le passage de, là c'est pas 55 ans, c'est 80. Mais c'est vrai que passer d'un village où il y avait, Jean et moi on a été témoins de ça, où il y avait 2 ou 3 autos dans le village, et quelques années après, il y en avait 3 par maison, et tout le reste. Alors, moi j'ai intitulé ma conférence du Moyen-Âge au XXIe siècle. Et c'est peut-être ce qui fait le spécifique de notre vallée, où l'histoire qu'on peut y faire sur 55 ans est quand même beaucoup plus marquée, beaucoup plus typée que dans les pays de plaine ou même d'autres pays de montagne où les situations sont différentes. C'est vrai que quand je racontais, en revenant à la maison, ou avec les confrères prêtres, quand je racontais qu'il y avait en 1967 55 maisons non accessibles par couteau. On pouvait y aller qu'à pied ou à dos d'âne ou de mulet. Une famille que je connais très bien, la fille est toujours en vie, elle est même plus jeune que moi beaucoup, une maman qui accouchait en 1 heure de marche en marchant vite dans son rameau des sautes avec une voisine, comme c'était à l'époque, ça c'était d'autres années avant 67, parce qu'on y allait aussi en colonie de vacances, une avalanche. Et le temps que son mari descende, téléphone au docteur Lernoux, le fasse monter avec le mulet jusqu'à la maison, elle avait le temps de mourir beaucoup. Ceci est une réalité qu'on a ou bien écartée ou enjolivée, mais pour les gens qui la vivaient, qui était un obstacle très très grand. Surtout qu'en plus, il y avait aussi le caractère ferme, très pentu, qui rendait la vie très difficile. Et ça donnait aussi à cette vallée un caractère un peu spécifique. Beaucoup de gens d'un village ne connaissaient pas un autre village. Avec Jean, on avait rencontré ici, quand on était ensemble à l'Esquin, des gens de l'Esquin qui n'avaient jamais été à Illius, et vice-versa. Le maire du village, de ce moment-là, mettait autant de temps pour aller de sa maison à la mairie de son village que du village à Oloron. Et moi, je vous raconterai après comment j'ai vécu ça aussi. Et ce même maire du village, il avait comme
seule mécanisation, la moto-faucheur. Et l'âne comme moyen de transport, de locomotion. Ça me fait penser qu'un vieux berger de Sarance m'avait dit, quand je ne sais pas quelle année il a quitté sa vie, combien il avait été émerveillé du progrès d'avoir une moto-faucheuse au lieu de faucher à la main, et vous devinerez jamais le progrès d'avoir des bottes, parce que les bottes étaient beaucoup plus faciles pour marcher sur la neige que les sabots. Tout ça donnait à cette vallée quand même un côté dur, et aller chez quelqu'un, c'était une grande joie d'y être accueilli, et en même temps, on pouvait communier davantage à une profondeur humaine. Pour rester à Illouz, un enfant un garçon qui avait 10 ans en 1910, parce qu'il était né en 1900, il a ici son fils, une nièce, un beau-neveu et sûrement des cousins. Il avait, à 10 ans, été amené par son grand-père à la montagne du Barca, et son grand-père lui avait fait comme cadeau un petit couteau. Et je vais traduire, cadeau des branes qui trouvaient l'as, pour déraciner, arracher chaque pied de bruyère que tu trouveras. La montagne était un jardin. Il faut dire aussi, alors là, beaucoup ne vont pas me croire, mais je vous demande à tous de me croire quand même. Il y avait, en 1910, il me les a nommés un par un, et en même temps, il est l'auteur d'un livre que plusieurs d'entre vous connaissent, j'espère, L'ours et les brebis, où il raconte très bien ça. Et il avait compté, lui ayant 10 ans, 70 bergers à Illouz. Moi, on me dit que tu fabules. Non, je ne fabule pas. J'ai le nom. Comme j'ai le nom des 242 bergers transhumants dans une commune qui s'appelle Arcos, Liers et Jouers. Et il y avait plusieurs mentions où le curé mettait en 35 brebis, 3 jours de terre, et dessous il mettait qui vivent à Daïs, à condition de beaucoup se contenter. Mais c'est une réalité qui a beaucoup marqué la vallée et que moi j'ai rencontré encore avec beaucoup de vestiges. Et c'était déjà. Donc, je vous ai parlé d'Étienne à la maison parce que en 1910, il voit 70 bergers et à la fin de son métier de berger, lui, en active, il n'était plus que 6. Et de ce monde-là, il n'y en a plus aucun. Il y a encore des bergers à Illouz. Et il y a aussi, je vous dirai après, des chevaliers. Mais de ce monde-là, de ces 100 et quelques bergers de la commune de Grand-Père, il en reste beaucoup. Alors là, il faut dire un petit mot de la transhumance. Nous sommes nombreux en Béarn avoir connu des bergers venir passer l'hiver chez nous. Parce que ces bergers, avec les brebis qu'ils avaient, leurs brebis n'avaient pas le droit ni la possibilité de goûter un seul d'herbe de leur prairie. Ils n'en avaient pas. Les terres qu'ils avaient, c'était pour faire l'orge, pour faire le pain, et les pommes de terre, et ce qu'il faut faire du maïs, soigner le cochon, et ils n'en avaient pas. Ils marchaient à la transhumance. 5 mois en estive et 5 mois en plaine. La plaine commençait à Zaspe, c'est-à-dire là où le pont d'Escotte finit, où on n'est plus en vallée d'Aspe, et on arrive là au Lagnos de Clément de Doloron. Et elle continue en Béarn, et elle arrive surtout en Gironde. Aujourd'hui, il y en a encore une, il y en a peut-être 2 ou 3, mais une de Sarance, qui met ses brebis
à 2 heures de marche de cette maison dont je vous parlais, en pleine montagne d'Aran, mais elle passe l'hiver en Gironde, dans un village équipé de 5 millions. Et on dit que le mariage entre le fromage de l'une et le vin de l'autre, ce n'est pas si mal. Et tous les ans vient. Et une femme jeune. Alors, là, on voyait bien qu'on était à la fin d'une époque, que cette transhumance avait bien marché à l'époque de l'agriculture de subsistance, où, en plaine aussi, on trouvait des petits paysans de 3 vaches ou 4, et qui vivaient beaucoup de ce qu'ils faisaient, et leur plus grand revenu, c'était, le proverbe disait, l'ardi estaudiat que l'upulme gagnat. L'ardi, la pièce d'argent économisée, est la première gagnée. Mais ça ne peut pas continuer avec la modernité. Et c'est là qu'est venu un grand drame, comme les gens ne voyaient plus continuer cette transhumance, mais qui ne voyaient pas comment la remplacer. Eh bien, il a conclu, c'est la fin de la vallée. C'est tellement vrai que les premières maisons de hameaux qui se sont vendues, je pense en particulier à la maison des Ichantes, qui s'est vendue pour 80 000 centimes. Mais après, c'est vendu 4 millions de centimes et 50 millions de centimes. Mais beaucoup de gens étaient persuadés d'être les derniers des Mohicans. Et ils étaient nombreux à penser que c'était comme en Espagne, en Aragon, ou en Haute-Navarre, il n'y a eu personne. Et voilà que sur ce constat de difficultés et d'échecs, quelques lueurs de réflexion nouvelle, quand même, et de regards nouveaux aussi, et d'essais d'amélioration. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de mers, les autres vallées montagneuses, sûrement, mais à part ces vallées montagneuses, s'il y a beaucoup de mers du département des Pyrénées-Atlantiques qui ont eu à faire autant de kilomètres de route depuis notre présence, nous, donc c'est pas non plus si ancien que ça. Et sans compter que les entiers que j'ai connus avaient connu même l'accès à Liège à pied, encore un peu avant. Et alors, les maires ont fait un travail extraordinaire. Ils ont essayé de rendre l'accès le plus proche possible aux maisons, à ce que nous appelons las bordos, c'est-à-dire les granges qui ne sont pas des granges, des propriétés de montagne, où il fallait aller tous les jours. À l'Esquin, pour moi, ça a été le plus spectaculaire, étant encore en colonie de vacances à Essop, où un maçon d'Essop m'avait amené voir ce que le maçon esquire de l'époque avait fait à l'Esquin. Moi, j'avais été à l'Esquin, au Puy d'Any, à pied, mais il fallait partir de loin à pied. Je ne reconnaissais plus les lieux. Alors, ça a été très fort. Ensuite, il y a eu aussi, quand même, nous avions quelques agriculteurs chez nous, très en lien avec la sécurité agricole, la chambre d'agriculture. Tout à l'heure, j'ai évoqué la présence de Marcel Mirande. Je ne l'ai pas encore vu, mais je le verrai après. Mais comme je ne parle pas assez fort, c'est pas sûr qu'il a entendu. Si. Quand oui, d'accord, il a entendu. En tout cas, on a été très aidés. Il y a même eu, quand je suis arrivé, un conseiller agricole, M. Daléas, à l'époque. Et il y a eu aussi la création d'une zone témoin. Une zone témoin, c'est-à-dire qu'en haut lieu, ils se sont beaucoup alarmés du fait que la Val d'Aspe se trouvait à un seuil, qu'elle était arrivée à un seuil
à partir duquel on pouvait ou espérer continuer ou ne plus espérer continuer. C'est là est la vallée de Kifutito. Et là, il y a eu une grande réaction de voir que les gens venaient d'ailleurs. Nous sommes quelques-uns à avoir le souvenir souriant de Jean-François Laporte. Quelques-uns d'entre nous, c'était un polytechnicien, un prêtre très proche de moi, voyant ce polytechnicien avec des bottes et mal habillé, me dit Pierre, tu t'es fait encore avoir une fois, ce gars te dit qu'il est polytechnicien, que nous n'hybrides. Si, il l'était, mais il ne le montrait pas. Et finalement, ça a permis aussi à des gens d'espérer un peu plus et de se dire il y a une autre manière de faire. Ça s'est traduit au premier degré par des paysans, plusieurs, qui ont repris goût à leur propre exploitation et dans plusieurs villages de la vallée, assez loin d'ici, mais ici aussi, mais plutôt loin d'ici, qui ont vraiment pris des conseils qu'ils pouvaient prendre et qui ont beaucoup travaillé à leur propre rénovation agricole. Ça s'est traduit aussi par une aide très très grande qui a été apportée par une association assez peu connue. Moi, j'ai une association avec laquelle j'ai acheté ce monastère et avec laquelle on a commencé à le restaurer, où nous étions quand même 10 membres. Là, l'association s'appelait ASAM, l'ASAM, 5, et il n'était que 2 membres, 2 qui venaient de temps en temps, Jean Pitreau et Joseph Chevard. Alors, eux ont fait un travail qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur, parce qu'ils n'ont pas accepté ce discours. La vallée est tordue, on ne peut rien faire. De leur soule, où ils avaient beaucoup de contact avec les bergers d'ici, ils sont venus organiser des réunions, et des réunions de jeunes pour les motiver. Et en même temps, ils ont même contribué à une époque où tous les villages n'avaient pas l'esprit de tous les maires d'aujourd'hui et de hier et d'avant-hier. Il y avait une situation à débloquer, et c'est notre présence qui a réussi à débloquer la situation entre l'administré et le maire. Formidable. Et ces 2 hommes sont venus me rencontrer beaucoup parce que j'allais à toutes les réunions où il était question de l'avenir de la vallée. Beaucoup. Les gens savaient ma passion, j'y allais. Là, il n'y a pas à côté du tout réunion d'église. Pour moi, il n'y a rien de profane, mais j'y allais avec eux voir quel chemin nouveau on aurait pu prendre. Mais avant d'arriver là, moi tout seul aussi, j'avais déjà organisé des voyages à l'Esquin, à cette époque-là. On avait de quoi faire un cadre avec les jeunes gens, les jeunes filles qui y étaient, pour aller à Baïgori, pour aller à Banca, pour aller à Bautin. Mon souci était de leur faire découvrir une autre agriculture, un autre élevage, que la manière dont ils le pratiquaient eux. Et on avait été en particulier très étonnés de voir un paysan de Soule qui faisait 8 hectares de seigle pour le faire packager tout l'hiver. C'était une autre manière de faire la transhumance. Mais ce qui se faisait chez lui n'était pas transportable chez nous. Mais n'empêche qu'il y a le positif passait beaucoup. Et alors, c'est Jean Pitreau et Georges Cheval, me rencontrant dans ces réunions, viennent me voir un jour. Et me disent, voilà, est-ce que tu connais le groupe des objecteurs de conscience? Non. Jamais entendu parler. Moi, j'avais fait service militaire dans la marine. Comme je viens du Nil, c'est dans la marine qui m'avait mis. Et
Ensuite, mon père avait 14, mon grand-père 16 de 70, et il m'explique qu'il y avait un statut nouveau qui permettait à ces jeunes de faire un service civil avec le double de temps du service militaire et dans une association à but non lucratif. Et Jean Pitreau, peut-être que beaucoup parmi vous ne connaissez pas, mais plusieurs doivent le connaître, est un agriculteur de Tardette, et on lui a fait une pastorale il n'y a pas longtemps, on dirait un genre de théâtre sous le Tino Bernet. Il me dit, pour que les gens puissent les accueillir franchement et qu'ils soient un peu rassurés devant ces jeunes qui pourraient peut-être ne pas les rassurer, tu vas les loger au presbytère. Et je les ai tellement logés au presbytère que l'un d'eux pouvait dire quelque temps après, un que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas, il disait en dernier, mais je vais le traduire en français pour que tous comprennent. Il n'y a pas beaucoup de mariés qui sortent novices, qui sortent mariés d'un presbytère. J'avais trouvé ça merveilleux et je m'en émeus encore avec grande joie chaque fois que j'y pense. Et c'est vrai que le fait de les accueillir, ces jeunes, a été comme un tournant à plusieurs niveaux. D'abord, des jeunes presbytères et chez les paysans, des jeunes qui ont servi aussi beaucoup d'interlocuteurs à ces paysans qui, en plus des problèmes économiques et de travaux, avaient aussi des questions, des doutes. Et il y a eu un très joli travail humain de fait avec ces jeunes. Là, j'en suis témoin et très heureux. Et alors, quand le service civil a été fini, il n'y a qu'une fois où ça s'était mal passé, où un parent de Pierre aussi ici, au quartier La Niche, m'avait envoyé une lettre en me disant j'ai un fils à l'hôpital et l'autre à la montagne, pour que je puisse faire des soins, envoyez-moi quelques-uns de vos soldats. Quelques-uns avaient souri, mais pas tous. On n'est pas des soldats, au moins les tiens. Alors, ceci étant dit, quand ils ont pu finir ces 2 années, ils sont restés 2 autres années en communauté chrétienne. Et là, ils voulaient vivre, voir qu'ils pouvaient vivre autrement qu'avec ceux qui n'étaient plus viables. Et moi, j'ai eu une belle idée. Et le titre de président du syndicat après, mais l'idée de faire du fromage de chèvre. Parce que, dans mon sens de l'histoire, écouter les vieux, comment ça s'est passé hier, peut aider aujourd'hui à préparer demain. Quand j'avais appris qu'il y avait beaucoup de chevriers, aujourd'hui, je suis en train d'écrire un mémoire, mais je peux enregistrer, parce que sinon personne ne me saurait plus qu'à l'Esquin, il y a eu beaucoup de chevriers, et c'est tellement vrai que l'un de ces chevriers de l'Esquin avait connu une jeune fille de Picardie. Mais comme il ne voulait pas amener une étrangère à l'Esquin, il a essayé de la perdre de vue. Elle est venue le rejoindre entre Dax et Orthez, en le cherchant à la trace. Et ils sont vivants aujourd'hui, les arrière-petits-fils de celle qu'on appelait la Picardie. En tout cas, moi je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas de fromage de chèvre? Alors, dès que j'ai lancé l'idée, je me suis fait rattraper par des gens qui étaient là, en me disant que si ça avait été possible de faire le fromage de chèvre, on n'aurait pas attendu que je vienne, ça c'est sûr. Mais ils en avaient assez avec le fromage de vache et de brebis. N'empêche qu'on a acheté des quinzaines de chèvres, j'ai trouvé une ferme, on en parle encore avec Auguste Rissens il y a quelques jours, à Yves, toujours, et finalement, on s'est lancé,
Et à côté des petits fromages qui sont délicieux aussi, des crottin de chèvre, on a essayé le fromage, la pomme du pays, à la mode basco-bernaise. Et c'est vrai que l'affaire a marché, et ils ont été rejoints. Alors la communauté a été dispersée pour des motifs qui ne sont pas tous les nôtres, mais on est une telle communauté, on n'a aucune responsabilité là-dedans, mais il y en a deux qui sont restés comme chevriers sur place, étant mariés les deux filles Regius, et donc d'autres les ont rejoints, et de nouveaux bergers sont venus aussi. À l'Esquin, on a même un élevage de lait d'ânesse, ou d'ânesse pour le lait, et tout a paru changer de sens. Au lieu de dire que tout est fini, ça peut continuer. Alors, quelqu'un disait, mais ce sera avec des gens d'ailleurs aussi. C'est déjà beaucoup mieux que de parler de l'estrangerie dont parlait la voisine du presbytère de l'Esquin quand Jean y était en colonie. Pas en colonie, mais en camp de jeunes. Et qu'on lui disait, ah, t'as vous savez qu'il y a de quel estrangerie. Estrangerie, c'est pas traduisible, mais c'est de parler des étrangers d'une manière pas très sympathique. Aujourd'hui, si on faisait ça, il ne resterait pas beaucoup de monde dans les races. Et les frères qui m'ont rejoint ici, ils ont eu peur, comme ils en avaient au début, d'être des étrangers, quand ils ont vu que la première réunion des chrétiens de la Valdas qu'ils ont eue, sur les 6 personnes qu'il y avait, l'une née à Maubeuge, l'autre née à Toulon, l'autre à Montauban, l'autre à Bordeaux, l'autre à Vars. Une, quand même, venait de Sète et de Savance. Alors, ici, ça a été le départ de vraiment un nouveau tournant, l'espoir à retrouver des raisons d'être. Et moi, j'étais très heureux de voir que d'un peu partout, les gens revenaient. Il y a eu aussi le phénomène des résidences secondaires. Au tout début que j'étais là, on les voyait de mauvais œil, les résidences secondaires. C'est vrai que dans un village où il y a 2 maisons secondaires sur 3, l'hiver, ça veut dire qu'il y a 2 de fermés. Mais n'empêche que s'il n'y avait pas eu des maisons secondaires, beaucoup seraient tombés. Ça aurait été des ruines. En plus, beaucoup se sont impliqués dans la vallée, et quelques-unes aussi, quelques personnes dans cette maison, à l'âge de la retraite, se sont mises à y résider en permanence. Alors, il me reste à ajouter quand même quelque chose de très important, le côté associatif. Côté associatif qui peut avoir des répercussions beaucoup plus grandes qu'on le pense, comme le mémoire d'ASP, partage culture, tous les groupes culturels qu'il peut y avoir. Et c'est quelque chose pour moi de très important. Et aussi les fêtes qui mettent en valeur la réalité du pays. On n'est pas costumé comme un mousseau, mais n'empêche qu'il y a de la vie, et cette vie pareille. Et pour moi, ça a été très important d'être très pratiquant de ces groupes-là. Alors, en même temps, il y a une nouvelle suite à ce petit groupe d'objecteurs de conscience, mine de rien. On était parti, vous l'avez vu au début, sur 2 axes. Côté fromage et chèvre, mais il y a aussi le côté communauté chrétienne. Celui-là, il a continué aussi, beaucoup plus doucement d'abord, c'était beaucoup moins visible, n'empêche que j'ai continué avec un frère à Cous, après un autre, et un dominicain de Bordeaux, de Voyons Vivre, nous a
m'a envoyé à l'abbaye de Monté, en Normandie, en me disant que la vie commune qu'on menait et la vie de prière au milieu des gens correspondait beaucoup à cet ordre très montré. Et c'est comme ça que je me suis trouvé. Et là, ils ont vu déjà ce qu'était un peu la vallée, puisqu'il y avait beaucoup de monde dans la vallée. Il y a même un bus qui était parti d'ici à Mondé. Et chanter sous le cloître de l'abbaye de Mondé en Normandie, Bonnement et Normandie, et même avec Gilles le Nama, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais entendu. Alors, je reviens à Pousse. Quelques-uns ont connu un prêtre ouvrier qui était avec nous, Daniel Ricada, dont le frère aussi avec l'objecteur. Et là, tout a pris un autre essor avec la proposition en 2010 de l'évêque de Bayonne de me faire ce voyage d'Arcous à Sarance. Alors, quand les gens ont su que j'écoutais Arcous, voilà, on nous a dit que vous partiez, je ne pars pas, je vais à Sarance, mais vous pareil, quand j'allais à l'Est, remplacer le curé de l'Est, j'étais aussi étranger, d'Arcous à l'Est. Mais c'est des tout petits côtés qui n'enlèvent rien au grand. Et je suis arrivé ici, donc, avec la permission, non, plus que permission, la grande loi de mon père abbé, et j'y suis arrivé, nous sommes arrivés avec Delahaye le 17 septembre 2011. Ils viennent de faire 10 ans. Et après, il y a eu d'autres choses qui ont fait que le père abbé a eu l'idée d'aller contrôler ma date de naissance. Et il m'a dit, il y a 2 ans, quand j'ai vu ton acte de naissance, j'ai vu que, oui, tu as vu que. Il ne savait pas la date exacte. Il savait que j'avais vert, mais pas quand même autant. Pas quand même autant. Et alors, il y a 80 ans, il m'a dit, ton œuvre, l'œuvre de Sarance, ne peut pas mourir avec toi. Et c'est comme ça que, pour notre plus grande joie, le 4 septembre, quelques-uns qui sont parmi vous ont eu la grande joie de participer avec notre évêque de Bayonne et le père Abbé à l'installation de 4 jeunes, où j'ai reçu une nomination que vous êtes peut-être quelques-uns à connaître, quelques-uns sûrs, mais pas beaucoup. J'ai été nommé frère aîné de la communauté. Frère aîné. Alors, l'homme m'a dit une expression poétique pour dire à la retraite. L'autre m'a dit non, conseiller, transmetteur, accompagnateur et transmetteur, passeur, accompagnateur et conseiller pour garder la rive. Alors, mon bonheur est très grand, surtout qu'on continue à y accueillir les gens qui ont besoin. Alors, le fait qu'on soit une communauté aujourd'hui, on est 6 frères. Au sein que nous sommes un 6e, c'est venu s'y ajouter. Et donc, le monastère est d'abord le monastère, mais on continue à accueillir bien sûr les gens qui viennent. Moi, j'accueillais différemment quand j'étais seul, mais l'accueil est toujours premier. C'est partie de la vocation de Dieu. Mais surtout, et ce sera ma conclusion, pour moi, le très grand travail qui demeure, c'est être interlocuteur dans un livre qui a été écrit sur le lieu ici, a été rapporté un fait qui avait été vécu à Pousse, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Et c'est un peu arrangé, mais le fait, à 1h30 du matin, une femme me réveille. Mais comme il venait d'y avoir la route depuis très peu de temps, je n'ai pas eu à prendre les bottes, ni le bâton, ni la lampe électrique. Je suis parti à l'auto. La dame m'a dit, au téléphone, en Bernet, elle me dit, vous me reconnaissez? Et bien sûr,
J'étais à peine réveillé, mais quand même, je connaissais. Elle m'a venu et elle m'a dit, vous savez que je n'ai pas la foi. Oui, vous l'avez beaucoup dit, et moi je voulais toujours respecter. Comme vous respectez ma foi à moi. Oui, mais aujourd'hui, il y a une autre chose. Je vis une épreuve tellement grande que je ne vois pas qui je pourrais appeler, sinon vous, à cause de votre foi. Eh bien, j'ai eu un des grands plaisirs de ma vie d'entendre une personne me dire ça. Ce n'est pas une raison pour que vous appeliez les frères ce soir, parce qu'il faut leur laisser un peu plus le temps de s'accoutumer. On n'y répond pas tout de suite. Alors, je vais arrêter là en vous disant ma grande joie d'avoir pu être témoin de cette espérance à deux niveaux, au premier niveau humain, mais au niveau aussi de, je sais s'il en faut dans cette catégorie-là, au niveau des chrétiens et des moines, puisque ce n'était pas du tout prévisible que la folie que j'ai commencée en 2011 se transforme en sagesse en 2022. Et quand on me disait, as-tu quelque espoir pour l'avenir remonter en Asie? Je répondais, je ne pouvais plus depuis que l'évêque, que le père avait découvert mon âge. Mais jusque-là, je pouvais, je disais, espoir aucun, mais espérance toute. Amen. Merci beaucoup, comment on dit maintenant, frère aîné. Frère aîné. L'idée, c'est la sagesse, c'est toujours celui qu'on regardait. Et moi, le grand frère, c'était lui qui nous regardait. Voilà, je suis sur l'exemple du grand-mère. Bon, mais ceci dit, je pense qu'il y a peut-être des questions à se poser, ou on peut peut-être compléter tout ce qu'il a dit. Il y a des gens de la Valdas ici qui connaissent très bien l'histoire de la vallée. C'est des gens d'ailleurs aussi, des gens d'ailleurs, peuvent poser des questions et puis amener des témoignages. Peut-être ça serait peut-être un peu vivant. Sans trop user de votre temps et de votre. Je suis très bien. Bon, c'est bien. Mais j'étais quand même très heureux de voir des représentants directs de ces témoins dont j'ai parlé. Du berger qui avait 10 ans en 1911. Ça, c'est sûr que 50 ans de vie dans une même vallée, c'est important quand même. C'est toute une carrière, c'est plus qu'une carrière. Donc, vous avez vu l'évolution de tous les côtés, l'évolution agricole, parce que vous avez beaucoup de sensibilité agricole, mais le monde de l'économie aussi, ça a beaucoup changé. Bon, l'histoire de la voie ferrée, l'histoire du Somport, c'est une vallée qui a quand même beaucoup de mouvements, enfin beaucoup de secousses, on dira. Donc s'il y a des gens qui veulent témoigner un peu, je vois Bernard Bourguinat ici, il a peut-être des choses à dire, parce que son expérience aussi, son arrivée de la plaine et puis aller s'approcher tout à fait un beau d'Aïdim, par rapport déjà, c'est une jolie choix qu'il a retenu ici. Donc après son expérience de chevrier, on avait beaucoup parlé de ses chevriers. Je me rappelle beaucoup des rencontres qu'on a fait dans le domaine en tant que conseiller. Oui, mais moi je suis arrivé beaucoup plus tard, après bon, la grande évolution était déjà faite. Moi le grand plaisir que j'avais fait, c'était, comme vous disiez, c'était le fait de faire rencontrer les gens. Je m'étais rendu compte que les jeunes de l'Escum, par exemple, ne connaissaient pas du tout les jeunes d'Arcous. Et ils ne se connaissaient pas, mais nous on n'a pas eu la chance d'aller au collège, parce que l'Escum était tellement loin qu'on nous envoyait à Oloron, au Saint-Joseph directement, depuis le 6e, donc on n'avait pas cette. Alors après on avait pu remonter le centre jeune d'agriculteurs, tout ça, c'est des choses quand même qui ont évolué aussi. Puis les jeunes se sont rencontrés, ils ont aimé leur métier, c'est important tout ça. C'est vrai que le rassemblement, ça reste toujours quelque chose. Tu vois les questions ici, hein? Voilà. Qui c'est qui lève le doigt pour des questions? Non, il n'y a pas.
Moi, j'ai pas de questions. Mais je voudrais dire que frère Pierre, depuis qu'il est dans la vallée, je ne connais pas d'autre personnage qui connaît aussi bien toutes les familles. S'il arrive chez vous, il vous dit « Ah, tu te rappelles un tel ?» Oui, peut-être. Et là, il sort l'histoire d'une famille, mais de A à Z, pratiquement. Il connaît tout le monde. Ce que dit Odile, ce que l'on a entendu, elle parle du fait de connaître beaucoup les familles. Ça a failli me porter très grand tort pour un enterrement de quelqu'un à Jouers qui n'avait pas de frères et sœurs, célibataire, lui aussi, pas de cousin germain, et il fallait aller à la génération d'après, mais il y avait beaucoup d'héritiers. Et une femme que je ne connaissais pas, c'était la seule que je ne connaissais pas, était de Dios, et elle me dit qu'elle devait se pour les épées, donc la ferme qui s'est vendue si cher après à Jouers. Et je lui demande, pas par curiosité, mais par conscience professionnelle, il fallait que je sache qui c'était. Je lui dis, comment vous êtes parente, vous? Alors elle me dit, j'ai traduit, mais elle me dit, j'étais cousine germaine avec sa mère. Et comme chez nous on faisait comme ça pensait que j'étais quelque chose d'extraordinaire. Je dis, à la risque, tanto per cousiaggio, vous êtes tanto par cousinage. Là, j'ai tout compris. Au moins, redites-moi. Parce qu'ils me disent tous qu'ils sont autant parents que moi. Moi, je sais que non. Je dis, aïe, bravo, j'étais passé de la généalogie à l'héritage. Et le lendemain, un voisin à moi vient me voir et il me dit que bien à remercier. Il veut beaucoup vous remercier. Un d'acous, petite cousine, un d'acous. Et grâce à vous, je suis plus héritier. Bon, le notaire le refus, mais vous avez été sorti cette tante par cousinage. Mais le notaire a prévu, oui, mais le notaire. Alors, cette réponse, quand il est entré, comme qui avait des constats, il aurait mis du temps. Et ce temps aurait fait héritier. Donc, merci beaucoup, Odile. Moi, je voulais vous demander, vous parliez tout à l'heure beaucoup du souci de faire se rencontrer les jeunes, d'un lado ou d'un autre. Est-ce qu'il y reste des jeunes aujourd'hui dans la vallée d'As? Est-ce qu'il y en a plus autres? Oui, à ma connaissance, c'est une vallée qui vit ici. Il y a quand même pas mal de jeunes agriculteurs qui ont repris les fermes. Bon, moi, je suis à la retraite depuis 12 ans maintenant, mais il y a des enfants qui peuvent témoigner ici, ils se connaissent très très bien. Une réponse très concrète que j'ai oublié de dire avant. Le village d'Aïdil dont j'ai parlé était passé de 1000 habitants à 43. Et aujourd'hui, de 67 à 22, il est passé de 43 à 122. On a parlé avec Jeannot l'autre soir, et en plus, les 43 qui habitaient en 67 étaient des personnes qui étaient déjà vers les personnes âgées. Il n'y a plus de jeunes, plus de couples jeunes. Et là, ils sont passés à 122. Et ils ont même réouvert l'école pour toute l'autre vallée. On a aussi, j'ai oublié de le mentionner, 3 maraîchers. Quand on compare avec le village du canton de la Valette, moi je peux dire, il y a une dynamique beaucoup plus grande qui est venue du fait qu'elle était au bord de mourir et donc elle a pu être beaucoup plus dynamisée que d'autres qui se croyaient plus vivants. Beaucoup. Parce qu'il faut voir, quand on va l'été, je ne l'ai pas dit, ça il y a encore, je les ai comptés hier, une soixantaine de bergers, 30 de la vallée, 30 qui viennent de l'étranger. De l'extérieur. On dit de l'extérieur. Mais moi je trouve que
nous sommes une vallée qui vit beaucoup, quand je compare à d'autres. Et surtout alors avec le voisin espagnol. On a maintenant le témoignage dans ces vallées d'organisations de fêtes qui sont très célèbres. Bon, il y a 2 fêtes hébergées ici en Alsace, une à Alsace, l'autre à Alsace. C'est important quand même. Non, pas du tout. Ça vient, on voit ce dynamisme de jeunes qui s'exécutent, et puis ces associations, ils font ces rencontres, ils ont même créé un petit film où ils témoignent les jeunes comme quoi ils veulent vivre ici, c'est important tout ça. Sur YouTube, on voit des témoignages de Alsace très très puissants. C'est ça. Après, il y a cette initiative locale aussi de prêt d'argent, comment ça s'appelle cette association? Aspe solidaire. Aspe solidaire. Ah oui. En tout ça, Aspe solidaire, je pense que c'est important à dire aussi. Après, les témoins qui avaient eu l'époque des objecteurs de conscience, ça c'est encore un exemple de solidarité qui est important ici. On ne le retrouve pas ailleurs. Et je pense que c'est une forme d'accueil, il y a beaucoup de monde qui vient ici. Il n'y a qu'à voir le dynamisme qui est autour de la maison médicale de 12, donc c'est important tout ça. La maison de santé, ça c'est créé, on l'a mis sur place. Il y a tout ici. Moi j'aimerais passer la parole à M. Bourguinal, si vous voulez bien me témoigner. Quand il est arrivé, bon, Haïdus n'était pas ce qu'est aujourd'hui Haïdus. Donc j'aimerais quand même qu'il puisse témoigner de comment il a réussi à pouvoir développer ce village tel qu'il est aujourd'hui. Quand même, il y a eu une grosse évolution. Parce que moi j'ai connu Haïdus, une toute petite mairie, on cherchait la place pour se garer. Aujourd'hui on arrive à Haïdus, bon, c'est ouvert, c'est accueillant, il y a une grande place, on nous accueille. Tout ça, ça n'existait pas avant. Donc par quel moyen vous avez pu... Quand je suis arrivé à Haïdus, je parlais faire bonjour. La route était très petite, et après avoir passé le deuxième pont, je ne voyais toujours pas de maison. Je me suis dit que je m'étais sûrement trompé. Je me suis arrêté. J'ai regardé l'heure, j'avais le temps. J'ai dit, bon, je vais continuer encore un peu. Et après, j'ai aperçu les toits. Je ne savais pas qu'il y avait la fille d'une maison qui m'attendait, sûrement. Et que je serais encore là aujourd'hui. Je pensais y venir pour quelques jours. Ce qu'on a fait, on l'a fait ensemble, je crois, et Jean Lamazou est là. Il a été mon premier adjoint pendant tous mes mandats. On a d'abord commencé à chercher de la ressource, parce que c'était une des communes les plus pauvres de la vallée. Et on a réussi, on a passé une dizaine d'années sur un projet de microcentrale qui nous a amené le nerf de la guerre. Et à partir de là, nous avons, pendant les 4 ou 5 mandats que nous avons fait, il y avait un leitmotiv, c'était qu'il nous fallait installer de la vie. Tu as dit 43 habitants tout à l'heure. 43 habitants, quand on arrive à là aussi tu parlais de seuil, on était à un seuil critique, il fallait faire quelque chose. Ayant un peu d'argent, on a commencé à racheter, on a mis en place une zone d'aménagement différé qui nous donnait un droit de préemption sur les terrains que les résidences secondaires ou d'autres pouvaient vendre. On a préempté sur une dizaine de maisons pour 1 500 000 €. Donc on a endetté la commune, bien sûr, mais si on n'endette pas la commune, on stocke l'argent pour rien. Donc on a acheté et les gens qui sont venus habiter à Haïdus ont pris goût à habiter dans ce village. D'autant que nous avions un comité des fêtes, ce dont tu parlais tout à l'heure, qui était très très actif. Et quand dans un village, on sait travailler le sens de la fête, c'est presque aussi important que dans une famille, c'est presque aussi important que ce que fait un conseil municipal. On donne envie et fierté de faire ensemble certaines choses. Et donc on a ensuite, ayant ces maisons-là, on a logé les 27 personnes. À un moment donné, on logeait ces 27 personnes dans les nouvelles maisons achetées. Et on a fait ensuite un plan local d'urbanisme, on a fait
un lotissement, et ceux qui étaient venus habiter à Idios de l'extérieur, et même certains à Idios, c'est eux qui ont acheté les terrains pour s'installer. Quand on achète un terrain, qu'on fait une maison, on s'enracine bien dans le village. Et petit à petit, les enfants sont revenus, et comme vous le savez aussi bien que moi, quand dans un village il y a des enfants, ils sont transverses, ils vont d'une maison à une autre, que l'on soit bien ou qu'on ne soit pas bien, ils ne le savent pas les enfants. Donc ils recréent des liens nouveaux, et ça donne une atmosphère plus riche à respirer. C'est tout ce qu'on a fait. La seule chose que l'on a eu en tête, c'était d'installer de la vie. Et je me rappelle, lorsqu'on a décidé de construire 2 maisons, je proposais au conseil municipal de bâtir 2 nouvelles maisons pour les louer. Et mon premier adjoint, qui n'est pas loin aujourd'hui, me dit que credes que las banco de lugar. Il avait un doute, moi aussi j'avais le même doute. Je lui dis, je ne suis pas sûr qu'on va les louer. À cette époque-là, on n'avait pas encore l'expérience qu'on a aujourd'hui de la location. Mais je lui dis, il faut quand même qu'on le tente. Si on ne réussit pas avec du locatif social, on fera des gîtes et on les louera toujours. Et puis après ces 2 maisons, on en a acheté 10. Il m'a plus posé la même question. Ça, il était rassuré, je crois qu'il était aussi content que moi de voir ces nouveaux habitants arriver sur Idios. J'insiste sur le fait que nous avons fait de très belles fêtes. On a fait venir les Corses, on a fait venir les Madames. Lorsque tout un village se met à travailler ensemble pour un jour de fête, ça ouvre des voies pour faire d'autres choses ensemble. Et ça a été une richesse parce que Idios c'était un village accueillant, c'était des villages qui n'étaient pas des grandes maisons, ce pas des gens riches et prétentieux. Il y avait une ambiance, une certaine ambiance. Je voudrais dire aussi une chose, moi je venais de la plaine de Lembeille, et j'arrive sur Idios, où il n'y avait pratiquement pas de route, les quartiers n'étaient pas encore désenclavés, et on marchait du matin au soir. Je partais avec Jacqueline pour aller soigner les bêtes à la lane, je la laissais à la lane, j'allais soigner dans une autre grange, donc on marchait toute la matinée, et après en retour, on était à Caillé. Il y avait une lenteur pour la fougère, c'était un peu pareil. Après, il y avait cette entraide obligée entre les gens. C'est un peu comme à la fête, ça aussi. Il y avait le pelle-port, qu'on ne fait plus. Il y avait le transport quand on faisait les burgues, les grosses piles de foin. Il fallait les rentrer l'hiver, n'ayant pas beaucoup de place dans les fenils. On stockait à l'extérieur ces grosses piles de foin en forme d'œuf qui conservaient très bien le foin. Mais pour les rentrer l'hiver, il fallait une dizaine d'ânes dans le parc des sentiers, parce qu'il n'y avait que des sentiers. Donc c'était une caravane avec les fardeaux sur un fardeau par âne, et il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire tout seul. Et cette nécessité créer des liens de qualité. Vous allez me dire, c'est le besoin qui faisait ça, mais le besoin, quelquefois, est bénéfique dans les relations quand il existe. Donc, je me suis retrouvé dans une civilisation montagnarde que je ne connaissais pas et que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Moi, 2 minutes. Pardon? Et venez ici, madame. Non, non. Si, Je viens de monter une association. Comment? Elle ne veut pas venir à côté de vous, Pierre. Moi, je vais venir. Allez. Je ne vais pas de publicité, mais c'est pour vous tenir au courant. Non, c'est bien. Je viens de monter une association qui s'appelle Taca Sifflé. Je ne sais pas si les gens connaissent ici le langage sifflé, mais je suis donc siffleuse. Je vais au collège enseigner le langage sifflé, je suis tous les jeudis, et après les vacances scolaires de la Toussaint, je vais aussi aller à l'école primaire. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que
l'association, ça commence très doucement, et voilà. Donc on parle en sifflant, c'est vraiment une langue, hein. C'est pas dire chat et c'est tout, hein. C'est vraiment des phrases que l'on construit en sifflant. Voilà. Très dynamique. N'est-ce pas? Voilà. Un exemple? Un exemple? Ne pas nous donner un exemple. Un exemple. De phrase, un exemple. Oui. Bon, alors on va Un t-shirt, laisser le soin à finir. Jacques Cazenave pour conclure un peu la conférence. On ne va pas trop abuser du temps du Père Julia. On le remercie énormément quand même. Déjà. Pardon. Il me revient de faire la conclusion parce que, tout simplement, je crois que je suis celui parmi vous qui connaît Frère Pierre depuis bien longtemps. Il vous a dit à peu près quel âge il avait. Je n'ai qu'un an de moins que lui. Alors vous voyez, Il a une âge. bon, quand nous naissons avec un sac à dos. Dans ce sac à dos, il y a deux poches. Il y a une poche pour les dons que l'on reçoit, et il y a une poche pour les poids. Les dons nous aident à aller de l'avant. Les poids nous freinent et nous paralysent. Frère Pierre est né avec 4 dons. Au moins. Il a, je les ai notés, vous voyez, que je ne disais pas de bêtises. Il a d'abord le don des langues locales. Mais quand je dis langue locale, c'est que le Vernet de l'Esquin n'est pas du tout celui, presque celui de Jas. Germo que subit a Belus. Traduisez les gens de la mer. Hier, je suis allé à Belus. Nous disions que Souyanat. Donc, les langues locales. Le Vernet, bien sûr, les Vernets, l'espagnol, le basque, le souletin, et j'en passe. Deuxième don, il a le don de tricoter les généalogies. Si vous avez un quart d'heure de plus tout à l'heure pour discuter avec lui, vous ne le savez pas, mais vous êtes certainement parents. Je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas à quel siècle, mais vous êtes parents. Ces deux dons lui ont permis de rentrer dans les tribus de la validation. Je dis bien les, vous avez compris d'ailleurs, après ce qu'il vous a dit, et ce que Bernard a dit, chaque village était très indépendant. Je me souviens que quand j'étais à l'Esquin, ils appelaient les gens de l'eau douce les Andorrans. Il fallait savoir pourquoi exactement, mais enfin c'était ça. Donc ces deux dons lui ont permis de rentrer dans les tribus et d'être un membre reconnu. Ensuite, il y avait deux autres dons. Vous vous en êtes aperçus. D'abord, une mémoire infaillible, mais qui à la limite est dangereuse. Parce que tout à l'heure, il nous a dit ce que je lui ai raconté, paraît-il. J'en ai aucun souvenir. Il est capable de m'envoyer en prison un jour sans que je m'en aperçoive. Une mémoire infaillible, vous savez, quand une touriste arrive sur la place d'Arous, au bout de 5 ans, elle avait déjà fait un voyage en Vallée d'Aspe, et que Pierre lui dit « Ah,
Janine, vous êtes encore à Clermont-Ferrand? Sa femme, complètement allumée, elle est prête à monter au Colisée en courant. Alors, un accueil pareil, c'est extraordinaire. Une mémoire infaillible, et enfin, le quatrième don, un accueil tout azimut. Alors, Bernard est au courant, moi aussi, puisque à l'époque, j'allais très souvent au presbytère d'Acouste. L'accueil était très généreux, mais souvent improvisé. Alors Pierre appelait ça la providence. Il y avait toute cette bande de jeunes qui étaient là, qui mangeaient, qui le soir discutaient jusqu'à des heures impossibles. Et puis le lendemain matin, quand vous vouliez prendre votre café, il fallait trouver un bol. Je n'étais pas sûr que vous le trouviez, enfin, en tout cas en propre. Vous aviez besoin quand même de faire un peu de vaisselle pour prendre votre petit déjeuner. Et puis, vous vous débrouillez comme vous pouviez, mais c'est curieux, il y avait toujours du saucisson quelque part, du pâté, du fromage. Et des conserves de salamandre. Et des conserves de salamandre. Et les conserves de salamandre, oui, bon, ça certainement. Voilà. Alors, ces deux derniers dons lui ont permis, comme vous avez vu, d'accompagner cette ouverture des tribus, cette ouverture de la vallée. Alors, comment a-t-il fait? Eh bien, il a appliqué la stratégie des ânes de la vallée d'Aspe et même d'ailleurs. Pierre n'est jamais allé tout droit au but, parce qu'il savait qu'au montée, il faut souvent faire des détours. Et Pierre, pendant 55 ans, a fait des détours, s'est arrêté, a réfléchi, a continué, et puis, petit à petit, il est arrivé au sommet. Le sommet, c'était de retrouver une communauté de Prémontrés qui était là avant la Révolution. C'était, je crois, le rêve qu'il faisait depuis qu'il était arrivé en Vallée d'Aspe, il y a donc 50 ans. 55 ans. 55 ans. Et je termine en vous racontant une petite histoire, si vous voulez, qui vous donne déjà la place qu'il avait prise. Une histoire qui remonte à 50 ans, je crois. J'étais donc chez lui parce que moi j'étais aumônier de jeunes à Pau et je venais le week-end l'aider pour les cérémonies. Et puis il me dit va à Liers, va dire à la messe à Liers. Parce que c'était souvent comme ça, c'était un peu au dernier moment aussi. Va dire à la messe à Liers. Il faisait un temps épouvantable, on n'y voyait pas à 3 mètres, je pars à Liers. Et puis j'arrive à Liers, comme j'ai pu. La dame, la voisine, Madame Bouvedet. La grand-mère de Pierre. Elle était là, avec la clé, elle m'ouvre. Et puis elle me voit arriver, elle me dit ah, quand il y a des bagnettes. Il a envoyé le domestique. Et bien là, je peux vous dire que j'ai compris que je pouvais essayer de m'insérer comme je pouvais. Je resterai toujours le domestique. Et je suis encore, j'espère que ça va se calmer, mais je